C'est vrai qu'on a vu une très forte accélération de cette fragmentation des processus productifs à partir du milieu des années 90 et évidemment avec l'émergence de la Chine et une fragmentation qui s'est accompagnée par une très forte concentration de l'activité économique au sein de ces chaînes de valeur. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'une des conséquences de cette forte fragmentation, un des effets néfastes de cette fragmentation, c'est des chaînes de valeur qui sont très sensibles à des chocs, qui conduisent à des très fortes interdépendances entre les pays, qui peuvent se manifester de manière assez catastrophique lorsque on fait face à des chocs négatifs. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le cas de la crise actuelle du coronavirus. On a constaté des choses qui était déjà connu, en tout cas des chercheurs, qui est que certains produits qui apparaissent dans cette crise de première nécessité sont produits dans des chaînes de valeur qui sont très concentrées, avec très peu de producteurs potentiels, ce qui fait que lorsqu'un de ces producteurs potentiels se retrouve en difficulté pour produire, par exemple parce qu'il y a une quarantaine ou des mesures de distanciation qui empêchent les travailleurs d'aller travailler, on a un impact des baisses locales de production qui est très global parce que très rapidement, la perte de productivité à un point de la chaîne se transmet dans toute la chaîne de valeur. Grâce à cette organisation de la production sous forme fragmentée, on a accès à des biens très sophistiqués à un prix qui est relativement faible. Si demain, on revient en arrière sur ce processus, qui est un peu ce dont on parle ici, on aura un coût à payer qui est que les prix des biens pour lesquels on va réduire cette fragmentation vont augmenter. Malgré ça, il y a un bénéfice certain qui est que si on réduit cette fragmentation, on peut arriver à des processus productifs qui sont moins concentrés et donc potentiellement plus résistants au choc. Et donc, il y a un arbitrage ici entre un niveau de fragmentation très important qui permet d'optimiser les coûts, qui permet de réduire le prix des biens qu'on produit, et une concentration très importante qui rend les produits très peu résilients au choc. Donc là, il y a un arbitrage à faire qui est en partie politique, ce n'est pas qu'une question économique. Est-ce qu'on favorise un niveau de prix plus faible ou une production qui est plus résistante au choc? Ça dépend un peu de choix politiques. De mon point de vue, cette idée de relocaliser, c'est un peu une fausse bonne idée parce que relocaliser, ça ne veut pas dire qu'on va revenir à des modes de production qui sont moins risqués. Si on relocalise toute la production de gants en Slovaquie, évidemment, la production sera régionale. On aura réussi on aura refermé la production à l'échelle européenne. Mais le jour où la Slovaquie fait face à un choc particulier, on aura exactement le même problème qu'on a aujourd'hui, qui est celui de manque de diversification des risques. Donc, en fait, le problème essentiel qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment un problème de trop forte concentration des processus productifs, plus qu'un problème, à mon avis, de trop forte mondialisation de ces processus productifs. Il y a un risque important, mais qui existe depuis 30 ans, c'est que les pays très pauvres ne décollent jamais. Et de fait, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau international, on a une certaine forme de convergence des revenus, des PIB par tête entre pays, mais cette convergence, elle a été très nettement tirée par la Chine. Donc la Chine a eu un effet sur les inégalités mondiales, de réduction de ces inégalités, puisque c'était un pays qui était avec un niveau de PIB par tête très faible, mais qui s'est très rapidement rapproché des pays plus riches. Donc ça, du point de vue agrégé, ça a eu pour effet de donner l'impression d'une baisse des inégalités. Mais ce qu'on voit, c'est que si on enlève les quelques pays émergents qui ont vraiment bénéficié de la mondialisation récemment, donc la Chine, la Brésil, etc. Si on enlève ces pays à croissance tirée par l'exportation très rapide,
on voit que le reste du monde, finalement, ne croit pas depuis 30-40 ans. Et donc ça, c'est un risque, c'est un problème très important qui n'a pas, ces pays-là n'ont pas réussi à bénéficier finalement des gains de la mondialisation. Donc ça reste un problème très important. Je ne sais pas s'il est pire aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Historiquement, le commerce international a étudié les flux d'échanges entre des pays. Et ce qu'on a vu à partir des années 2000, c'est que finalement, caché sous ces statistiques qu'on utilisait depuis 50 ans, on avait une structure de liens de commerce au niveau individuel qui est très intéressante parce qu'elle est très hétérogène. C'est-à-dire que quand vous prenez les flux d'exportation de la France vers l'Allemagne, vous avez l'impression finalement que c'est les entreprises françaises dans leur ensemble exportent beaucoup vers l'Allemagne. Et quand vous commencez à regarder dans des données beaucoup plus granulaires, individuelles, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que très peu d'entreprises exportent, mais celles qui exportent, et parmi les exportateurs, un très petit nombre de très gros exportateurs sont vraiment responsables de la vaste majorité des flux de commerce international. Donc, ce qu'on regardait dans les données statistiques comme finalement un phénomène macroéconomique, des échanges entre un pays et un autre, et en fait quelque chose qui a une dimension microéconomique très, très importante, parce qu'il y a cette très forte hétérogénéité et c'est quelques entreprises qui finalement font le commerce mondial.